Voilà, et comme chaque semaine, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie et sa directrice de la rédaction, Amélie Mouget. Bonjour Amélie. Bonjour. Difficile d'éviter ce sujet de la canicule, évidemment, ensemble. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de cette canicule sur un angle particulier, celui de la justice thermique. Expliquez-nous. Et oui, alors l'Europe de l'Ouest connaît une vague de chaleur sans précédent depuis une dizaine de jours, qui a donc viré à la canicule ce lundi. Tout est inédit. On a connu la journée et la nuit la plus chaude pour un mois de juin. Les températures ont atteint 41 degrés dans certains départements. Ouais. Mais nous ne sommes pas tous et toutes logés à la même enseigne face à ces vagues de chaleur. 37% des ménages les plus modestes souffrent de la chaleur. C'est 2 fois plus que les ménages les plus aisés. C'est pour ça qu'on peut parler de justice ou d'injustice thermique. Et qu'est-ce qui explique ces inégalités ? Alors d'abord, le bâti. Ce n'est pas la même chose de vivre dans une maison bien isolée avec un bout de jardin que de vivre dans un HLM des années 60 sans volet. L'isolation des murs, de la toiture, la circulation de l'air et la végétalisation à proximité jouent sur le confort et la température. Ensuite, il y a une différence massive entre ville et campagne. En ville, on a énormément de bâtiments en verre, en béton, des matériaux pas du tout adaptés à la chaleur. On se rend compte, par exemple, que Paris est la ville la plus... on sait que Paris est la ville la plus mortelle en cas de canicule et que 40% des bouilloires thermiques se situent en Île-de-France. Et puis, il y a l'accès à la climatisation. On n'est pas tous climatisés pareil. Seul un quart des foyers français sont climatisés. Puis la climatisation, ça pose des problèmes, évidemment, parce que ça contribue au réchauffement climatique, ça rejette de l'air à l'extérieur et donc ça renforce ces îlots de chaleur urbains. C'est ça, ça relance la machine. Et puis tout le monde ne passe pas le même temps dans son logement également. Oui, il y a une vraie différence selon les situations professionnelles. Donc les employés, les personnes, les actifs qui vont tous les jours au bureau vont bénéficier de conditions, de température, de potentiellement de climatisation qui peuvent être confortables en journée et donc ne subissent leur logement qu'une petite partie du temps. Tandis que les personnes qui sont condamnées à rester chez elles, les personnes âgées, les mères au foyer, elles connaissent des situations, pour peu qu'elles vivent dans des bouilloires thermiques, qui sont très compliquées. Et puis on peut aussi mentionner des métiers particulièrement difficiles, les ouvriers du BTP, les ouvriers agricoles. On rappelle que l'an dernier, 7 personnes sont mortes d'un coup de chaud, d'une hyperthermie. Et donc face à cette situation, dans les années passées, plusieurs pays ont opté pour des confinements thermiques. Avant d'en parler, les pouvoirs publics décident, eux, tout simplement de fermer les écoles. On en a parlé dans le journal. 2200 écoles fermées environ, renvoyer les enfants chez eux. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde parce que parfois il fait plus chaud à la maison. Eh bien oui, en fait, le gouvernement a promis que des solutions concrètes seraient mises en place pour les enfants qui n'avaient pas de solution, mais rien n'est moins simple que de garantir de la fraîcheur à des milliers d'enfants. Là encore, tout dépend des départements. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il n'y a qu'une quarantaine de piscines pour 1,6 million de personnes. Et la qualité des bâtiments recevant des enfants varie aussi d'un département à l'autre. Et puis il y a une population dont on n'a pas trop parlé, ce sont les étudiants. Ce sont ceux qui vivent sous les toits, qui sont dans les logements les plus étriqués, très souvent en ville, et qui subissent le plus ces vagues de chaleur. 42% d'entre eux disent souffrir de la chaleur. Et alors, il y a ces confinements thermiques que certains pays ont tenté de mettre en place. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien oui, ces confinements thermiques, on pourrait se dire, voilà, on ferme tout. C'est ce qu'ont fait l'Iran, la Thaïlande, la Grèce l'an dernier. Donc, fermer les institutions publiques, les banques, les écoles, et puis inciter les gens à ne sortir que le matin, puis à rester chez eux. Mais rester chez soi, là encore, tant qu'on n'a pas une rénovation d'ampleur du bâti, ça creuse les inégalités. Et on rappelle que ces phénomènes de canicule et de vagues de chaleur que nous connaissons sont liés, bien sûr, au changement climatique. Et oui, c'est une certitude scientifique. Alors évidemment, l'été, il fait chaud, mais jamais aussi chaud. Nous avons en ce moment 10 à 12 degrés d'écart par rapport au normal de saison. Et puis, par rapport à tous les épisodes précédents de vagues de chaleur, on est 2,5 degrés en plus. Donc ces écarts ne peuvent s'expliquer uniquement par la seule variation naturelle du climat. Et c'est qu'un début.
Et oui, c'est qu'un début. Ces phénomènes sont amenés à se répéter, à s'amplifier, à être plus longs, plus précoces, plus intenses, si on ne change pas nos trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. En 2050, on connaîtra des vagues de chaleur 5 fois plus nombreuses, en 2100, 10 fois plus nombreuses. On est dans une trajectoire qui nous mène vers une exceptionnalité qui deviendrait la norme. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Alors, redoubler d'efforts pour limiter nos gaz à effet de serre, ou du moins respecter les engagements pris par certains pays, enfin pris par les pays. Ensuite, s'adapter, s'inspirer des habitats de pays plus chauds qui construisent avec moins de verre, moins de béton et qui savent garder la fraîcheur. Végétaliser les villes, on sait que casser le bitume et planter, c'est clairement une solution. Et puis en attendant, ouvrir les parcs, ouvrir les bibliothèques, tous les lieux publics qui sont frais et les cinémas, rendre les cinémas, les piscines gratuits pour qu'on puisse s'y réfugier. Voilà, Reporter qui consacre une grande partie de son site à cette canicule. Il y a notamment la question des ventilateurs au plafond qui sont une super solution. Et je ne le savais pas. Mais il y a un autre sujet dont vous parlez également sur Reporter, c'est la question des sargasses. Oui, alors vous avez déjà entendu parler sans doute de ces algues brunes. Ouais. Depuis 2011, elles prolifèrent entre l'Afrique de l'Ouest, les Caraïbes et le Brésil. Et elles envahissent les Antilles avec des conséquences concrètes très dangereuses pour la santé. Cette année, en Guadeloupe et Martinique, les quantités sont exceptionnelles, surtout en Martinique. C'est ce qu'a constaté Ludovic Clérima, notre journaliste sur place. En 3 mois, 4500 tonnes ont été ramassées. C'est 3 fois plus que les années précédentes. Donc ça augmente encore. Pourquoi autant de sargasses cette année ? Eh bien, cette arrivée massive serait due à un phénomène météorologique qui a des conséquences sur les courants marins, qui donc déplacent les sargasses. Et puis, il y a un autre facteur, plutôt 2 autres facteurs, la chaleur de l'eau, qui est propice à la multiplication et au développement des sargasses, et puis la présence de fertilisants, des engrais. Et alors, c'est quoi l'impact pour les habitants ? Alors, l'impact, c'est donc celui sur la santé. On a des problèmes neurologiques, respiratoires, digestifs, des inconforts au quotidien et puis des problèmes plus graves. Ensuite, ces gaz dégradent les matériaux, provoquent une corrosion alors de tout l'équipement électronique, les télévisions, les climatiseurs, justement, on en parlait. Et puis, très concrètement, cette décomposition, ça sent mauvais. Ça sent les égouts, l'œuf pourri, et ça peut durer pendant des mois. Et comment on peut faire pour lutter contre ça ? Alors, en détectant les sargasses, en les ramassant et puis en les bloquant en amont pour éviter leur arrivée jusqu'aux plages. Le gouvernement vient de lancer un nouveau plan sargasses, mais les associations sont sceptiques quant au montant envisagé. Et puis, bien sûr, comme toujours, il faut remonter à la source du problème. Et là, j'en reviens au réchauffement climatique et à la question des engrais et des fertilisants. Et puis, cette question des sargasses, en fait, elle pose les mêmes questions qu'on a abordées précédemment, c'est-à-dire qui est le plus exposé. En l'occurrence, le long du littoral, ce sont les populations les plus modestes qui n'ont pas les moyens de déménager, qui subissent de plein fouet ce problème.